Vous allez sûrement dire que je me répète, mais un long animé n'est pas synonyme d'un bon animé. Durant le 135e épisode d'Anime Time, je vous avais dit ceci. Ce qui fait un bon animé, c'est un mélange entre une histoire intéressante, un développement super bien géré, une animation soit magnifique, soit suffisante, tout en donnant une identité à l'œuvre, une cohérence entre les épisodes pour ne pas perdre le spectateur, et un maxima s'identifier à elle. Tout cela dosé parfaitement en fonction des autres et en fonction de la durée du show. C'est pour ça que des animés différents comme Nishijo, Noragami, Evangelion et Dragon Ball, pour ne citer que, sont considérés en général comme de bons animés. Le mélange est suffisamment qualitatif pour conserver l'intérêt du spectateur, et qui est l'avoue dès lui-même. Même si certaines de ses œuvres ne sont pas son style, elles sont objectivement qualitatives. Ceci étant dit, pour continuer de démontrer mon point, durant les 3 prochains épisodes d'Anime Time incluant celui-ci, nous allons parler d'œuvres courtes, toutes en 12 épisodes, qui diffèrent toutes les unes des autres mais avec un point commun indéniable. En prenant en compte ce que j'ai dit précédemment, elles ont tout un potentiel. Mais s'il est exploité, c'est une autre paire de manches. J'ai donc passé le 135e épisode d'Anime Time à vous démontrer sans grande difficulté que même un animé avec un potentiel énorme au vu de son background n'est pas forcément qualitatif. Le 136e épisode d'Anime Time, lui au contraire, prenait un tout autre aspect. Malgré son rythme aussi bien géré que mon temps durant un examen, Kyokai no Kanata sait vraiment utiliser son intrigue à son avantage. Aujourd'hui, on va arriver, suivant la logique que j'ai toujours suivie, au meilleur animé des 3 concernés. Entre les 2 derniers, en comptant celui-ci, faire mieux que Bao Senso, c'est à la portée de tout le monde. Bonsoir et bienvenue pour ce 137e épisode d'Anime Time. Avez-vous déjà entendu parler de Kanata no Astra? C'est de cet animé dont on va parler aujourd'hui. Bon, l'entièreté de la licence de Kanata no Astra ou Among Us The Animation est tellement simple que je pourrais la résumer en 2 phrases. Manga écrit par Kento Shinohara, prépublié dans le Shonen Jump. Et publié en 5 volumes au Japon par la petite maison d'édition qu'est la Shueisha. Et en France par la petite maison d'édition qu'est Nobinobi. C'était déjà un peu moins une blague là en fait. Le manga est sorti entre mai 2016 et décembre 2017. Et l'adaptation en animé, réalisée par le petit studio indépendant qu'est Lerché, est diffusée en 2019. Et cet animé, pour une fois, va être un plaisir à résumer. Et franchement, je m'en cache pas là. Dans Astra Lost in Space, on suit l'histoire d'Aries Spring. Vous vous attendiez à ce que le nom du personnage principal ce soit Kanata ou Astra, c'est ça? Vous êtes naïf. Autant qu'Aries d'ailleurs. C'est vraiment un mix entre un personnage cliché de shonen et Sakura de Naruto. Un rapport à sa couleur de cheveux et au fait qu'elle a l'air inutile. Pour information, cet animé se passe en l'an 2063. Et l'humanité est arrivée à des prouesses technologiques telles qu'il est désormais possible de voyager dans l'espace. On est dans l'espace. C'est pas tout d'ailleurs, il y a plein d'autres prouesses qui ont été mises en œuvre, comme l'automatisation de plein de choses, des avancées sur le clonage, des chaussures à réaction, et le fait que vos vieilles combinaisons spatiales fabriquées par SpaceX, vous pouvez vous les carrer au cul. Matez-moi ces combis de dingue, prends-en de la graine Elon. Enfin bon, je dis Grèce. Une particularité du lycée dans lequel va Aries, le lycée Kerd, c'est le fait que les élèves sont envoyés en voyage scolaire sur une autre planète, la planète Magpa. Et tout de suite ça fait rêver. Imaginez-vous partir avec 8 personnes de votre âge, pendant 5 jours, sur une autre planète où il fait bon vivre, sans adultes pour vous surveiller. On vous dépose et on vient juste vous chercher. Sauf si vraiment vous êtes dans un groupe composé de fâches de connards, aucune raison de ne pas apprécier le voyage. Mais revenons à Aries. Elle prépare ce dit voyage et elle se rend à l'aéroport. Enfin, je suis pas sûr techniquement du coup que ça soit un aéroport. Enfin, vu que c'est des vaisseaux spatiaux, est-ce que c'est quoi ça? C'est un spatioport, peut-être? Bref, elle se rend à la base spatiale de Musanish pour pouvoir partir à l'aventure. Après que son pouvoir de Sakura se soit manifesté et qu'elle ait fait tomber sa valise par terre. Heureusement qu'une vieille dame qui passait par là l'ait aidée à rassembler ses affaires avant qu'elle se fasse voler son sac à main par un voleur à la tire sur un monocycle dans une base spatiale. Mais qu'est-ce que j'ai regardé, putain! Quand je parlais de personnages principaux de shonen cliché, je pensais surtout à lui en fait. Déjà parce que d'où tu rattrapes un type sur un monocycle volant, d'où tu portes des chaussures anti-gravité comme par hasard au bon moment. C'est quoi ces noms d'attaque de merde? On n'est pas dans Inazuma Eleven. Et pour finir, on doit dire Akab aussi pour des robots policiers.
Bref, passons ce lot de péripéties, Aries rejoint enfin son groupe. Je l'ai pas encore dit, mais Aries est vachement enthousiaste à l'idée de pouvoir se faire des amis. Elle le dit elle-même qu'elle souhaite s'entendre avec tout le monde. Pour le groupe, on est sur une composition en apparence très hétérogène, vous allez comprendre. Pour commencer, nous avons Kiteri Raffaeli. Si vous avez regardé mon 127e épisode d'Anime Time, son nom doit vous dire quelque chose. Ensuite, nous avons la petite sœur de Kiteri Raffaeli, Funicia Raffaeli, qui a 10 ans. Attendez quoi? Ah oui, parce que comme un voyage n'arrive jamais seul, chaque équipe a une mission qui lui est assignée. Et pour eux, c'est également de s'occuper d'une enfant pendant le voyage, à savoir Funi et Bigo. Attendez quoi? Pour continuer sur l'équipage, nous avons le plus important de tous. C'est-à-dire le retardataire qui du coup me fait regretter un petit peu d'avoir demandé si on doit dire ACAP pour des robots. Kanata Divebot Kanata Oshijima. Le capitaine de l'équipe B5. Autoproclamé. Ah, évidemment, dictature, tout ça. Bref, passons sur l'introduction du reste du cast, je reviendrai sur eux tout à l'heure. Après avoir enfilé leur combinaison et embarqué dans le vaisseau, le groupe se dirige donc vers la planète Macpa. Faut savoir que Macpa n'est qu'à 9 années-lumière, ce qui représente pour eux un voyage de 2 heures. Nous, en 2 heures, on fait un Paris-Lyon. Eux, en 2 heures, ils le font 24 milliards de fois, dans le plus grand des calmes. Et après 2 heures d'un éprouvant voyage pour Kanata et Aries à passer leur temps à discuter en mangeant des mandarines glacées, et en parlant du rêve de Kanata accessoirement, le groupe arrive enfin sur Macpa. Et c'est vraiment une planète cool, Macpa. Déjà parce que c'est complètement différent, parce qu'elles sont seules et qu'elles peuvent vraiment profiter de l'exploration, la plage, le soleil, l'énorme boule blanche là-bas. Attendez quoi? Concernant la boule blanche, c'est Luca Esposito qui est le premier à l'avoir remarqué, et également le premier à l'avoir approché. Dans ce genre de moment, il ne faut surtout pas fuir, bordel, fuyez, vite! L'attaque de eux, c'est que dalle, barrez-vous, dépêchez-vous, vite! Faites comme le dit Kanata, remettez vos casques et barrez-vous, vite! Problème, la dite sphère blanche se déplace bien plus vite que le groupe, qui petit à petit finit par se faire aspirer. Quelques secondes plus tard, le groupe entier se retrouve dans le vide de l'espace. Heureusement pour le groupe, chacune de leurs combinaisons est équipée de microphones pour pouvoir communiquer, ainsi que de propulseurs pour pouvoir se déplacer. De plus, ils ont été amenés juste à côté d'un vaisseau spatial en apparence abandonné, et ils y ont pris refuge à 8. Si vous comptez en incluant Funi, il manque une personne, et c'est Sakura Aries qui manque à l'appel. Pas de chance pour elle, ses propulseurs et son micro ne fonctionnent pas, l'empêchant de bouger et la laissant à la dérive. Ce qui ne plaît pas trop à notre héros de shonen préféré, Kanata. En quelques secondes, avec l'aide d'un câble, Kanata flotte pour rejoindre Aries et la sauver. Mais on va suivre la trame de l'anime, ses propulseurs sont aussi à sec lorsqu'il arrive à rejoindre Aries. Et il s'est aussi détaché, le câble étant beaucoup trop court. La situation semble désespérée, mais s'il y a bien un truc que Kanata sait faire, c'est galvaniser les foules derrière lui. Et le fait que l'entièreté de l'équipage les ait rejoints en formant une chaîne humaine pour qu'ils puissent revenir sains et saufs sur le vaisseau, en est une preuve irréfutable. De retour dans le vaisseau qui se trouvait là, comme par hasard, l'équipe ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas nier l'existence des personnes trans, non-binaires et intersexes. En vrai, c'était pas ça le texte qui était prévu. De retour dans le vaisseau qui se trouvait là, comme par hasard, l'équipe doit faire face à la réalité. C'est vraiment la merde. Certes, actuellement, tout va bien, mais pour combien de temps? En termes de vivres, d'oxygène, d'eau, on fait comment? Parce que bon, c'est un peu compliqué de retourner sur Macpa, parce que ce vaisseau est à 5012 années-lumière de distance, soit environ 3 mois. Si Zack peut piloter le vaisseau, avec leur provision pour 9, en 3 jours c'est fini. Un élément important que je vous donne pas depuis le début, c'est la backstory des personnages. Ça aurait été intéressant que je le fasse notamment pour vous introduire Kanata, mais je préfère que vous alliez donner sa chance à cet animé. Je vais continuer sur la trame de l'animé, mais sachez que dans le manga, ce que je vais vous présenter n'est pas une idée conjointe de Kanata et Aries, mais uniquement d'Aries. Et c'est bien mieux dans ce sens d'ailleurs. Actuellement, l'équipe ne peut tenir que 3 jours, mais si le réservoir d'eau est plein et qu'elles s'approvisionnent correctement, et elles peuvent tenir environ 20 jours. De ça, Aries et Kanata ont eu une idée de génie. Trouver une planète sur laquelle l'équipe peut se ravitailler en 3 jours. De là, il suffit de trouver une autre planète à une vingtaine de jours de distance, en prenant en compte le fait qu'il sera sûrement nécessaire de couper court sur les dépenses d'eau et de nourriture, si tant est que les planètes trouvées en aient, puis trouver une autre planète avec les mêmes contraintes, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à atteindre leur point de départ. Et c'est possible. Compliqué en termes de ressources, mais c'est possible. Et c'est toujours mieux que d'attendre la mort. C'est décidé, l'équipe va donc se diriger vers la planète Villavirus. Leur premier arrêt dans cette course à la survie. Je ne vous ai pas présenté en détail l'équipe jusque-là, donc on va le faire maintenant. En premier, on a Aries Spring. En vrai, même si elle a l'air inutile et tête en l'air, elle est un vrai lien dans l'équipe, et elle a un atout très intéressant, c'est sa mémoire. Kiteri Raffaeli, malgré ses airs très hautains, c'est quand même l'une des personnes qui semble avoir le plus la tête sur les épaules dans le groupe. Funicia Raffaeli. Ne vous fiez pas à son jeune âge, elle est loin d'être si inutile que ça, tout du moins plus après l'épisode 3.
Charles Lacroix. Lui, pour le coup, le voyage le met vraiment dans son élément, lui qui aime tant découvrir. Ulgar Zweig, c'est le membre le plus solitaire de l'équipe, mais loin d'être le plus bête. Luca Esposito, l'une des têtes pensantes du groupe. En plus d'être un personnage intéressant, il est ultra habile de ses mains. Yun Halu, deuxième membre des plus solitaires, mais là pour le coup le silence, elle, c'est vraiment son truc. Zach Walker, c'est lui qui pilote le vaisseau comme par hasard. C'est le nom que j'ai donné au vaisseau en fait avant de vous dévoiler son nom. Il possède également un QI de 200. La légende raconte qu'il aurait battu Kasparov et Einstein aux échecs en même temps, les yeux fermés et en bougeant les pièces avec son cul. Et pour finir, le capitaine non plus autoproclamé de l'équipe B5 et héros de shonen classique, bien qu'en réalité il ait quand même plus de trucs qu'une personnalité banale, Kanata Oshijima. Tout ce beau monde embarque désormais sur ce vaisseau baptisé l'Astra, avec un seul et unique objectif, survivre et rentrer à la maison. Mais ça ne sera pas si facile que ça. En effet, l'équipe se dirige vers des planètes potentiellement hostiles, et sont vraiment exposées à tous les dangers. Mais pas que. Vous êtes peut-être resté jusque-là en vous demandant pourquoi au début j'ai qualifié cet animé d'Among Us The Animation. Eh bien c'est parce que c'est parfaitement le cas. Lors de l'épisode 2, certains éléments relevés amèneront l'équipage à la pire conclusion de cet animé. Il y a un imposteur parmi eux. Quelqu'un qui cherche à les éliminer. Et il ne faut pas oublier aussi que, si on cherche à les éliminer, c'est qu'il y a une raison à cela, une raison potentiellement qui lie tous les membres de cet équipage. La question reste de savoir qui est l'imposteur, sachant qu'à côté, l'équipe doit survivre avec ce prédateur dans les parages. Et surtout comprendre pourquoi l'imposteur cherche à les éliminer. Wow, il y a longtemps que j'avais pas fait de synopsis aussi long et aussi complet. Là, vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut pour commencer Astra Lost in Space. Vous pourriez même sauter l'épisode 1, mais je vous le déconseille quand même fortement. On ne va pas y aller par 4 chemins parce que j'ai pas le temps. Quel est l'atout de Kanata no Astra? Eh bien, c'est directement son background et le sujet autour duquel il est construit, l'espace. C'est vraiment un atout puisque c'est un sujet qui est vraiment à la portée de l'esprit de tous. Tous, c'est de l'inclusif. Imaginez comment pourrait être la magie dans notre monde. C'est un exercice plus compliqué puisque là, on parle d'un sujet qui, excusez-moi si vous croyez au marabout, n'existe pas. En revanche, l'espace, c'est beaucoup plus facile à s'imaginer, parce que déjà, pour rappel, on est dans l'espace. Et toute personne un tant soit peu fascinée par l'espace n'aura pas de mal à se plonger dans Kanata no Astra, je vous le garantis. Pour autant, même si Kanata no Astra est rentré de manière fulgurante dans mon top 50 d'animés, et que c'est l'une des rares licences à laquelle j'ai attribué la note symbolique de 6 étoiles dans cette émission, il n'est pas exempt de défauts. Par exemple, j'ai lu les avis sur My Anime List de Kanata no Astra, chose que d'habitude je ne fais jamais. Et il y a plusieurs points intéressants que j'ai pu voir, mais je vais surtout relever celui-ci, l'inconsistance liée à la survie dans Kanata no Astra. Disons que si elles ont beaucoup de chance, c'est qu'il y a beaucoup de raccourcis. Ce qui est totalement vrai. Mais là, on parle d'un animé en 12 épisodes et d'une série en 5 tomes, et qui se conclut sur cette période restreinte. En aussi peu de temps, c'est normal qu'il y ait des raccourcis. Même si c'est vrai qu'à cause de ça, l'aspect survie de l'exploration spatiale est un petit peu relégué au second plan, il faut l'admettre. Un autre défaut, c'est son animation. Par moments, c'est magnifique, et à d'autres, bon les gars, juste un poil plus d'effort sur les ombres, on a compris l'idée, mais là quand même. Un dernier point que je tiens à soulever, c'est les personnages en eux-mêmes. Pour ne pas citer de nom et vous garder la surprise, un des personnages du groupe est vraiment très intéressant de par sa backstory et sa construction. Mais je compte faire une vidéo pour en parler, un jour. Puisque c'est, je pense, un sujet sur lequel on devrait quand même s'arrêter. En attendant, je garde le silence sur ce qui rend ce personnage particulier et sur son identité. Pour conclure définitivement sur le sujet, Kanata no Astra, en dehors de ce que j'ai dit précédemment, arrive vraiment à mélanger un background très intéressant, à une intrigue qui, non sans être exceptionnelle parce que c'est en 12 épisodes, est parfaitement suffisante et même surprenante à certains moments, tout en restant cohérent et avec une animation qui est au niveau de ce qu'on peut attendre. Ce n'est pas le parfait mix, loin de là, et il ne conviendra pas à tout le monde. Mais au fond, même si on peut tout à fait essayer de créer la recette de l'animé parfait, on ne pourra jamais arriver à un résultat qui siera à l'ensemble des fans d'animé. J'espère que ce 137e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!